Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique, une émission que vous pouvez d'ores et déjà suivre sur Facebook en live. Mon invité n'est pas un homme politique, mais un chef d'entreprise qui connaît bien le personnel politique pour le côtoyer régulièrement. Bonjour François Asselin. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises depuis janvier 2015. Et en cela, vous avez la tâche de défendre les patrons au nombre de 3,5 millions, c'est ça à peu près, des TPE, PME, des très petites et moyennes entreprises. C'est cela. Vous avez en France environ un peu plus de 3 millions et demi d'entrepreneurs. Parmi ces 3,5 millions, vous avez 5 000 grandes entreprises. Ce sont nos champions du monde, ceux qui ont un marché sur la planète. Et puis vous avez 1 640 000 entreprises qui ont au moins un salarié. C'est le corpus des PME, des TPE. Et puis vous avez environ 1 300 000 entrepreneurs individuels qui n'ont parfois pour modèle économique que de celui de travailler tout seul. Alors, ce que l'on sait moins, François Asselin, c'est que vous êtes originaire des Deux-Sèvres, comme moi, si je puis dire, et que vous dirigez l'entreprise familiale Asselin Menuiserie, basée à Thouars, essentiel. On vous a bien sûr connu et rendu célèbre par la construction de l'Hermione. Vous avez participé à cette belle aventure. Justement, votre emploi du temps aujourd'hui, depuis que vous avez pris les commandes de la CPME, aujourd'hui ex-CGPME, vous permet de rester actif au sein de votre entreprise? Je fais ce que je peux, je ne fais pas toujours ce que je veux. En tout cas, lorsque je me suis présenté à l'élection nationale de la CPME, dans le pactage, il y avait le fait que je voulais rester aux commandes de mon entreprise. Alors bien sûr, je suis très bien entouré, je fais confiance à mes salariés, j'ai autour de moi des cadres qui tiennent bien la boutique en mon absence, mais néanmoins, tous les lundis, je suis à l'entreprise et tous les vendredis, et le reste du temps, je suis absorbé par, évidemment, mes occupations syndicales. C'est du sport, si je puis dire. Ah, c'est très sportif, oui, physiquement, il ne faut pas trop s'écarter, oui. Alors, vous participez, comme je le disais, vous avez participé à cette belle aventure de l'Hermione. Ça a été un accélérateur économique pour vous, pour votre entreprise, ou pas? C'est difficile de dire qu'à travers l'Hermione, on ait eu de la clientèle en plus. Par contre, une chose énorme, c'est que ça assoit l'entreprise en termes de notoriété, en termes de capacité technique. Lorsque vous avez un client qui peut douter de votre capacité, si jamais vous lui faites faire une visite de l'Hermione, il n'y a plus besoin de s'expliquer. C'est la plus belle campagne de publicité que vous ayez eue. Exactement, c'est extraordinaire. Alors François Asselin, cette semaine a été marquée par deux bonnes nouvelles. Elles ne vous ont pas échappé. C'est le contrat du siècle pour Airbus et cette commande de 430 moyens courriers A320, donc pour 42 milliards d'euros. C'est aussi la France qui gagne et qui organisera la Coupe du Monde de rugby en 2023. Est-ce que c'est le retour de la France qui gagne, justement ? Il se passe quelque chose, il faut le dire. Vous savez, j'ai une activité aussi à l'export. Je vois comment la France, en termes d'image, évolue. Elle évolue plutôt très positivement. C'est vrai que, sans faire de politique, l'arrivée d'un président de la République plutôt jeune, plutôt europhile, fait que globalement, on a rassuré la planète entière avec en face des candidats qui étaient plutôt radicaux. Donc, ça a plutôt donné une belle image à notre pays. Et puis, derrière l'image, il faut les actes, il faut les faits. Et là, effectivement, on est en train de voir un train de réforme qui s'installe dans le pays, qui fait que au sein du pays, la confiance est en train de frémir au niveau des acteurs économiques, donc c'est plutôt positif. Et puis à l'extérieur, effectivement, reste encore au président beaucoup de choses à faire pour installer sa stature au niveau international. Mais néanmoins, sur le champ économique, on sait qu'on ne va pas faire de bêtises. En tout cas, je l'espère. Alors pour revenir à l'aéronautique, justement, c'est aussi toute une filière qui a le sourire. Je pense au motoriste Safran, basé ici à Poitiers, à Saint-Benoît précisément, à tous les sous-traitants comme McAfee, qui bien sûr ont bénéficié de cette superbe commande. Avant de parler justement des conséquences de ces bonnes nouvelles, voyez le reportage de Lucie Séconi et Stéphane Bourrin. C'est la commande du siècle, celle qui va changer des vies. 230 avions vendus par Airbus à une compagnie low-cost américaine et 225 par Boeing. Une aubaine pour les sous-traitants de l'aéronautique du Châtel-Rodet. Le calcul est vite fait à McAfee ce matin. Ça représente pour nous 800 moteurs supplémentaires dans notre programme de production. Ça renforce notre programme qui était déjà sur 10 ans de charge complète. Il nous faut des ressources pour suivre ce programme. Alors d'abord, il nous faut des ressources économiques, il faut des ressources pour investir. On investit plus de 20 millions d'euros par an en machines aujourd'hui sur Châtellerault. Mais il y a également le nerf de la guerre, c'est les ressources humaines. Il faut donc chercher de la main-d'œuvre, encore. Après les 200 postes pourvus en 2016-2017, il en faut de nouveaux. Alors on va recruter effectivement 60 personnes sur des postes d'usineurs principalement, qui est notre cœur de métier, des opérateurs de procédés spéciaux, des tourneurs, aussi des qualiticiens, donc vraiment des profils assez diversifiés. Nouveauté cette année, McAfee lance sa propre école en interne pour former les nouveaux arrivants, reconversion ou évolution professionnelle.
Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec mon invité, donc François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour McAfee, François Asselin, c'est bien sûr des sous-traitants qui ont le sourire. Alors plus dur reste à faire, hein, vous avez entendu le chef d'entreprise qui dit maintenant il faut investir, il faut trouver de l'argent, et puis surtout il faut trouver de la main-d'œuvre. Exactement. Qu'est-ce qui cloche justement dans le système? Alors on est dans une situation complètement paradoxale où vous avez beaucoup de chômeurs dans notre pays. Hein, on a un chômage de masse qu'on a beaucoup de mal à résorber. On voit encore les derniers chiffres du dernier trimestre, repartent à la hausse. Qui repartent à la hausse, donc ils ne sont pas très bons. Et puis en même temps, vous avez bien la machine économique qui redémarre, et là, on n'arrive pas à trouver des compétences disponibles sur le marché du travail. Donc, force est de constater qu'on a vraiment des problèmes structurels, que ce soit du côté de la formation initiale, l'apprentissage, comme de la formation professionnelle continue, où on a eu du mal, entre guillemets, à faire évoluer les compétences au sein des entreprises des différents salariés. Et la réforme que prépare le gouvernement, qui vous a transmis, bien sûr, les grandes lignes cette semaine, les documents de travail, est-ce que cette réforme-là va dans le bon sens ? Écoutez, en tout cas, ce qui est posé sur la table, ce sont les bons sujets. C'est-à-dire qu'on fait tous le même constat, et ce constat est partagé par tous les partenaires sociaux. Et maintenant, on essaie de regarder les choses d'une façon tout à fait pragmatique. Tout d'abord, vous remarquerez que le gouvernement fait très attention pour éviter d'annoncer des grands chiffres. Vous voyez, X centaines de milliers d'apprentis, par exemple. Mais si je vous reprends juste, quand vous dites que tout le monde fait le même constat, c'est-à-dire quoi? Constat inégalitaire, je veux dire le système, complexe et inégalitaire, c'est ça? Alors, le constat qu'on a besoin de compétences dans notre pays, qu'il y a un problème d'orientation à la base, c'est-à-dire qu'on a beau développer, je dirais, toutes les aides qu'il faut, mais si en amont, l'orientation ne va pas vers les filières professionnelles, eh bien, on n'aura pas les salariés dont ont besoin les entreprises. Hein. Et puis ce constat comment faire en sorte que entre guillemets, les demandeurs d'emploi collent à la demande des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un problème de formation majeur en termes de profession dans notre pays. Et vous dites que le gouvernement n'annonce pas de chiffres, mais je vous en donne un. Vous allez me dire si ce chiffre-là vous correspond à un pourcentage, tout du moins. Il prévoit une contribution qui pourrait atteindre 0,3% de la masse salariale des entreprises pour les chômeurs. Alors, ce gouvernement supprime le 1% légal, justement pour lequel tout le monde n'est pas d'accord, issu de la loi de 2014, qui avait fait beaucoup couler d'encre, parce que c'était cette fameuse obligation fiscale qui avait été décriée avant et qui enquiquinait les chefs d'entreprise. Vous êtes favorable à cette contribution 0,3 à la place des 1%, sans être trop technique? Alors, ce que nous voulons, c'est que cette réforme se fasse, je dirais, à iso-coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cotisez environ 1,7% de votre masse salariale pour la formation professionnelle continue et pour l'apprentissage. Sur ces 1,7%, vous avez environ 0,64% pour l'apprentissage et puis 0,3% qui vont être fléchés vers les demandeurs d'emploi. Avant, la formation des demandeurs d'emploi était puisée dans ce fonds de 1,7% sans qu'on sache d'une année sur l'autre ce que l'État, avec sa main velue, allait, entre guillemets, chipper aux partenaires sociaux et en tout cas aux entreprises qui cotisaient sur la masse salariale. D'ailleurs combler le déficit public, par exemple. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître les choses, qu'il y avait des fuites. On ne savait pas trop dans le budget de l'État où tout cela atterrissait. Aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement de enfin flécher les choses. De sanctuariser, de flécher les choses. Donc nous, ce que nous voulons, c'est éviter, bien sûr, il faut garder ce 1,7% de prélèvement sur la masse salariale, ne pas aller au-delà, et au sein de ce 1,7%, de rendre les choses les plus fluides et directives possibles vers les besoins. Sur un plan au-delà des chiffres, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document remet le chef d'entreprise au centre du jeu? Oui, pourquoi alors? D'abord, soyons pragmatiques. Lorsque on regarde où fonctionne l'apprentissage, il fonctionne dans tous les pays où l'entreprise est au centre du dispositif. En France, malheureusement, au fil des ans, on a coupé ce lien important entre l'endroit où on accueille les jeunes en formation, les centres de formation des apprentis, et l'endroit où on les accueille pour les former de façon pratique, les entreprises. Il faut que ces deux mondes se retrouvent, il faut que les programmes soient travaillés avec les professionnels. L'éducation nationale, bien évidemment, est un partenaire incontournable, mais il faut remettre les flèches dans le bon sens et donner la priorité à l'endroit où professionnellement... Si je vous entends bien, c'est de retrouver l'esprit de la loi Delors de 71, en clair. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, avec en prime, on va dire, l'atout territorial qui fait que entre 71 et aujourd'hui, le découpage territorial a beaucoup évolué. Avant, il y avait des lois d'aménagement du territoire qui n'existent plus aujourd'hui. Donc il faut retrouver cette cohérence entre la carte de la formation territoriale, c'est important. On a des CFA dans la région. Il y en a un pour les métiers du bâtiment qui est un partenaire auquel nous tenons. Hein. Et puis, il faut garder cette cohérence avec les filières professionnelles et faire en sorte que l'amont fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui est en capacité, qui a des capacités, qui a du potentiel,
combien de chances aura-t-il dans son cursus scolaire général qu'on lui parle de filière professionnelle? Quasiment aucune. Toujours pas. Toujours pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait peur à tout le monde de s'orienter vers une filière professionnelle parce qu'on va dire, tu vas être bloqué en termes d'études. Ce qu'il faut retrouver, on prend l'exemple suisse, qui est un excellent exemple en ce domaine, il faut pouvoir proposer une filière professionnelle où si on prend cette voie-là, on est sûr d'atteindre le plus haut niveau de diplôme, si on en a l'ambition et les capacités par rapport à la filière générale, et de pouvoir avoir un circuit qui puisse être poreux, c'est-à-dire qu'il y ait des passerelles entre le côté académique et le côté professionnel. On va en voir justement un exemple à travers ce reportage de Jean-François Géat et Didier Bonnet, justement sur la problématique de l'apprentissage. Aujourd'hui, en 2 chiffres, 400 000 apprentis en France. Oui. Hein, et c'est aussi un secteur qui est aujourd'hui piloté par les régions. Et on voit que le projet du gouvernement actuellement titille un petit peu les régions parce qu'elles ont aujourd'hui la main sur ce domaine-là. Voyez d'abord ce reportage et on continue notre discussion. Jean-François Géat et Didier Bonnet. Les mains dans le cambouis. Théo et ses camarades ont intégré ce centre de formation en septembre. Un bâtiment construit par le conseil régional, mais un plateau technique et des outils financés en grande partie par la branche professionnelle de l'automobile. Des conditions optimales pour préparer un CAP. Moi, je veux être en alternance avec une entreprise pour travailler, enfin, de ne pas être tout le temps en cours. En fait, on a 2 semaines en entreprise, ou 3, et 1 semaine à l'école, donc au CFA. La mécanique, mais aussi les métiers de bouche ou ceux de la beauté. À Bordeaux, l'Institut des métiers de l'artisanat propose une quinzaine de formations à ses 1500 apprentis. Des cursus financés à plus de 70% par la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a des branches qui peuvent avoir de l'argent et qui peuvent financer des centres de formation. Et puis il y a des branches ou des métiers ou des secteurs d'activité où il y a moins d'argent. Ici, on est dans un métier, la coiffure. Il n'y a pas de branche qui soutient, donc pas de moyens financiers. Et j'ai envie de dire l'ensemble de l'atelier est financé par le conseil régional. Donc quand il n'y a pas de branche, comment on fait pour fonctionner ? En confiant la gestion de l'apprentissage aux branches professionnelles, le gouvernement souhaite que les formations correspondent mieux aux attentes des entreprises. Un argument contesté par les présidents de région qui pointent aussi un risque financier. La région fait un effort non seulement d'utiliser la taxe d'apprentissage en direction des apprentis, mais fait un effort supplémentaire. Donc si les régions sont sorties de l'apprentissage, ça va être pour l'apprentissage, une baisse de ses crédits de formation. En 2017, la Nouvelle-Aquitaine a consacré plus de 190 millions d'euros à la formation des apprentis. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec mon invité François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous venez d'entendre le président Rousset. Vous croyez que le gouvernement va faire avaler aux régions le très probable basculement de l'apprentissage aux branches professionnelles? Alors Alain Rousset, que j'ai eu au téléphone cette semaine, on a échangé sur ce sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 51% du prélèvement de la taxe d'apprentissage payé par les entreprises sont directement orientés vers les régions. Et au niveau national, entre cette somme qui est prélevée par les entreprises et qui est redistribuée dans l'apprentissage, il y a de l'évaporation. Voilà. On est dans une région, la région Grande Aquitaine, qui est extrêmement vertueuse sur le sujet de l'apprentissage. Donc, lorsque j'entends le président Rousset s'exprimer, il a entièrement raison. Vous comprenez son agacement. Je comprends son agacement. Et puis, à côté de ça, il faut reconnaître que si l'argent est fléché vers des branches professionnelles qui sont en capacité de tenir la formation initiale, de tenir l'apprentissage, ça fonctionne très très bien. Ça peut fonctionner très très bien. C'est ce qui se passe dans les autres pays. À côté de cela, vous avez des filières professionnelles. Mais vous votre position au niveau de la CPM, vous êtes favorable à quoi? Alors, un transfert ou garder le statu quo? Je pense qu'au fur et à mesure de ces discussions, on va, entre guillemets, ramener les positions les unes vers les autres. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de tout le monde autour de cela. Quand je disais qu'on avait besoin de notre CFA partenaire, pourquoi? Parce que lorsque je recrute un jeune au niveau CAP, par exemple, j'ai rarement recruté un jeune à plus de 200 km de l'entreprise. C'est dans mon bassin de vie, dans mon bassin d'emploi de l'entreprise. Donc on a besoin de l'aspect territorial. Lorsqu'il s'agit de construire un CFA, on ne va pas construire un CFA au milieu de nulle part. On va construire un CFA où on sait qu'il y aura, entre guillemets, du potentiel pour former des jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin absolument de la carte territoriale. Et puis on finance deux choses. Vous avez d'une part le fonctionnement
Et puis d'autre part, l'investissement. C'est-à-dire qu'une branche peut être, entre guillemets, très utile et performante pour financer le fonctionnement et les programmes de formation. Par contre, une région peut être, entre guillemets, beaucoup plus performante pour financer ce qu'on peut appeler les plateaux techniques ou l'immobilier des CFA. Donc on a besoin de tout le monde autour de la table et dire on va enlever le fléchage à 100% aux régions pour tout remettre sur les branches professionnelles. Il y a des formations transversales, support dans les entreprises, des comptables, des fonctions relations humaines par exemple, des vendeurs. Ces formations-là sont interbranches. Qui va les porter? Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à résoudre. Alors, l'autre actualité, c'est bien sûr les ordonnances et la loi travail. On en a vu également des épisodes cette semaine. Je crois que vous avez certainement noté sur votre agenda, François Asselin, la date du 28 novembre, qui correspond à justement la rectification des 5 ordonnances qui réforment la loi travail par un vote solennel à l'Assemblée nationale. C'est pour vous un moment important, ce 28 novembre, où vous dites finalement, et c'est ce qui s'est passé, on va le voir d'ailleurs à travers le reportage avant de vous entendre là-dessus, la fameuse signature du 22 septembre dans le bureau de l'Élysée avec Emmanuel Macron, Muriel Pénicaud et puis M. Castaner. Voyez d'abord ce reportage et on en parle ensuite. La mise en scène est soigneusement maîtrisée. Accompagné de la ministre du Travail et du porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron signe les 5 ordonnances sur le droit du travail. Jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois. Au prud'homme, par exemple, les délais de saisine seront limités à 1 an et les indemnités plafonnées. Autre changement immédiat, l'augmentation des indemnités légales de licenciement d'1/5 du salaire par année d'ancienneté. Elles passeront à 1/4 pour les 10 premières années. Certaines mesures n'entreront pas en vigueur avant 2018 ou 2019. C'est le cas des nouvelles règles de dialogue social en entreprise, comme les accords majoritaires, la possibilité de négocier sans syndicat dans les petites entreprises ou encore la fusion des instances du personnel. Alors François Asselin, justement, cet épisode était important, le 22 septembre, cette date importante, et où ce qui est important, c'est cette fameuse publication des 150 pages publiées au journal officiel fin septembre. Pour vous, quel était l'événement qui a compté pour vous? Alors, souvent dans le champ social, d'abord, vous savez... Il y a des symboliques qui comptent. Il y a des symboliques qui comptent. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai connu avec l'ancien gouvernement... toute la progression. Alors d'abord, il y a eu la loi Rebsamen, ensuite j'ai connu la loi El Khomri, et j'aime mieux vous dire que ça a été très chaud, comme dirait l'autre. Hein. Et puis est arrivé le moment des ordonnances. Je pense que l'ensemble des partenaires sociaux avaient déjà été, entre guillemets, pas mal challengés sur le sujet de la réforme autour du droit du travail. Et finalement, nous arrivions autour de cette concertation, puisque ça n'a pas vraiment été une négociation, mais autour de cette concertation, extrêmement près les uns les autres. Hein. Ce qu'il ne faut jamais oublier sur le champ social, c'est qu'on a toujours une photographie à l'instant T. Mais il faut regarder où nous étions il y a une dizaine d'années, il y a même 20 ans, et nous sommes arrivés aujourd'hui. En matière sociale, pas d'ailleurs qu'en matière sociale, mais les choses se sont extrêmement complexifiées. Parfois judiciarisées à l'excès, parfois financiarisées à l'excès. Et si bien que dans une petite entreprise, le chef d'entreprise était complètement démuni par rapport à un droit qui devenait bavard, pantagruélique et dangereux pour sa propre activité. Donc il fallait absolument retrouver une situation d'équilibre, de bon sens. Et je crois dire, chacun pourra en avoir sa propre lecture, que nous avons atterri sur des mesures plutôt pragmatique. Alors et pourtant, les syndicats ne désarment pas, malgré la promulgation de ces ordonnances. Ils ont à nouveau manifesté cette semaine, jeudi, partout en France, et notamment dans les principales villes de la région, comme à Niort et Angoulême. Reportage Dominique Lavaux et Guillaume Souda. Des rangs clairsemés à Niort avec 350 manifestants, pas beaucoup plus, à Angoulême. Mais pour le syndicat CGT, cette baisse de mobilisation contre les ordonnances Macron a une explication. Trop de gens croient que les ordonnances c'est fini, il y a eu une mise en scène de signature, mais on voulait marquer le coup parce que dans quelques jours, le Parlement aura ratifié les choses et on a un moyen d'expression, c'est la rue. Donc on l'utilise. Lors des prises de parole, les syndicalistes de Sévrien ont donc rappelé le pourquoi de leur combat inlassablement. Les attaques du gouvernement du président des riches n'oublient rien ni personne. Réforme du Code du travail, laminant les droits des salariés, réforme de l'assurance chômage, faisant craindre le pire contrôle des chômeurs et la baisse des allocations. Les manifestants charentais, eux, ont décidé de bloquer un grand carrefour d'Angoulême pendant quelques heures, avec déjà en tête les mots d'ordre à venir pour le syndicat Force ouvrière.
notamment sur l'assurance chômage et tout, et puis sur le statut de la fonction publique aussi, puisque les dernières annonces du gouvernement ne sont guère réjouissantes. On est dans le fil droit des ordonnances Macron. Les anti-réformes libérales espèrent aussi relancer la mobilisation avec les étudiants ou les lycéens. Quelques-uns étaient d'ailleurs présents dans le cortège niortais. On a l'impression que ça ne nous concerne pas, mais en fait on est en plein dedans. Et là aujourd'hui on a réussi à mobiliser quelques personnes au lycée. Enfin, c'est chouette, mais on veut plus. Le combat syndical sera aussi judiciaire dans les prochains jours. La CFDT et la CGT ont en effet déposé des recours devant le Conseil d'État pour contester plusieurs mesures des ordonnances Macron. La loi travail, justement, c'est le thème du débat avec votre contradicteur François Asselin. Bonjour Catherine Giraud, soyez la bienvenue. Vous êtes la secrétaire départementale de la CGT de la Vienne. Je vous présente donc François Asselin, qui est de Sévrien et patron de la CPME. Soyez la bienvenue. Catherine Giraud, c'est la 4e mobilisation contre la loi travail. Pour l'exécutif, il semble que la page soit tournée. Pour vous, j'imagine que ce n'est pas du tout le cas. Non, pour nous, la page, elle n'est pas tournée parce que c'est pour nous une attaque sans précédent contre les travailleurs. Ça remet quand même en cause 100 ans de droit du travail. Voilà, donc pour nous, effectivement, ce combat, il continue. François Asselin, justement, pour vous, la séquence elle est passée ou le plus dur reste à faire pour les chefs d'entreprise, de mettre en musique ces ordonnances? En termes, en fait, maintenant, tout reste à produire. C'est-à-dire que la séquence, on va dire, négociation, concertation est terminée. Maintenant, c'est la séquence ordonnance, enfin la séquence plutôt décret d'application. Et donc ensuite viendra la séquence comment, dans les entreprises, ces ordonnances vont s'incarner. Voilà. On a l'impression, Catherine Giraud ou François Asselin, qu'il y a une nouvelle séquence, qui est une séquence législative et aussi procédurière, puisque syndicalement, la CGT, mais la CFDT a attaqué auprès du Conseil d'État l'article 8, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est une étape importante, justement, ces ordonnances attaquées auprès du Conseil d'État qui permettront peut-être de donner une autre lecture juridique? Bien sûr, parce que ça fait quand même 5 réformes sur le travail qui succèdent sans qu'à un moment donné on fasse un point. Et ça a été pointé d'ailleurs par ces instances supérieures de dire là on va avoir des problèmes législatifs. Ouais. Donc c'est important pour nous ce recours-là, mais c'est important pour nous aussi de faire comprendre que demain c'est dans l'entreprise effectivement que les accords vont se négocier, que ces accords seront supérieurs parfois même au contrat de travail et que si le salarié refuse cet accord, il pourra être licencié. C'est ça aujourd'hui les ordonnances. Le droit du travail, il était fait pour protéger la partie la plus faible, c'est-à-dire les salariés. On est dans un monde où on a tendance à appeler le salarié le collaborateur. Vous comprenez, François Asselin, c'est crainte justement. Mais le salarié, c'est la partie faible. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir une lecture différente de la mienne, bien évidemment. Mais bien souvent, vous savez... je pense que dans notre pays, on a une vision de l'entreprise qui est un petit peu dévoyée, une vision du dialogue en entreprise qui n'est pas celle réellement vécue, surtout dans les petites entreprises. Je ne dis pas que tout est merveilleux partout. Vous savez, il suffit d'être deux pour commencer à se fâcher ou à s'aimer, et puis c'est cyclique. Mais néanmoins, la vision souvent qu'on a du syndicalisme en France, c'est une vision de rapport de force. Or, souvent, dans une petite entreprise, quand on arrive au rapport de force, c'est qu'on est déjà arrivé à l'échec. Ce qu'on considère, en ce qui nous concerne, c'est que l'entreprise est un bien commun. C'est-à-dire que l'intérêt supérieur est avant tout collectif par rapport à l'intérêt individuel. Si vous devez organiser votre activité et que pour organiser cette activité, vous avez besoin qu'une équipe complète puisse travailler et d'aménager des horaires avec cette équipe complète et qu'elle soit d'accord, parce que vous ne pouvez pas le faire sans l'accord des salariés, l'accord d'entreprise. Il ne faut quand même pas l'oublier. Eh bien, si sur cette équipe, effectivement, il y en a un qui dit « moi, je ne suis pas d'accord » et qu'il n'ait aucune raison objective, en tout cas valable, de mettre son opposition, il faut quand même bien comprendre que l'intérêt supérieur, c'est que l'entreprise puisse fonctionner avec l'équipe complète. Donc ça, je ne vois pas en quoi on enlève de la liberté individuelle. C'est l'intérêt supérieur, c'est le bien commun qu'est l'entreprise qui prime sur l'intérêt uniquement individuel. Si cette personne a une raison objective, bien évidemment, il faut en tenir compte. Catherine Giraud, justement, vous n'êtes justement pas la même lecture, mais vous comptez énormément sur la manière dont le Conseil d'État va examiner les recours que vous avez déposés, tous syndicats confondus. Bien sûr. Alors, notamment la suppression concernant les indemnités prud'homales, la suppression des CHSCT. Oui, parce qu'effectivement, cette loi, elle facilite le licenciement, soi-disant, pour mieux embaucher. Alors là, il faut m'expliquer parce que je n'ai pas tout compris. Si on a des salariés, je ne vois pas pourquoi on les licencie pour embaucher. Et en plus, on va plafonner les indemnités, effectivement, prud'homales en cas de licenciement abusif. Là, quand on parle de licenciement abusif...
quand même, c'est que le salarié a le droit à une défense, à un recours, et on va plafonner 30 ans d'ancienneté, maximum 20 mois, minimum 3 mois. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, le minimum était de 6 mois pour le salarié. Donc c'est une vraie régression quand même pour ces salariés qui souvent sont les victimes. François Asselin, là-dessus? Écoutez, c'est là où on n'a absolument pas la même lecture. Vous savez pourquoi il fallait plafonner d'abord. Le plafond des différentes juridictions est de 15 mois en moyenne. On a un plafond qui se monte à 20 mois pour les dommages et intérêts, auxquels se rajoutent les indemnités légales et parfois conventionnelles. Donc on est plus proche des 30 mois, au bout de 30 mois d'ancienneté, que des 20 mois. Ceci dit, se séparer au bout de 30 ans, franchement, effectivement, c'est un vrai échec. Il n'y a absolument pas manque de réparation. Tout simplement, avant ces ordonnances, il y avait des juridictions où la sentence allait de 1 à 4 et qui ont fait péricliter des petites entreprises. Il fallait arrêter la loterie et tout simplement faire en sorte qu'il y ait réparation s'il a besoin qu'il y ait réparation, mais que surtout l'entreprise, le bien commun, puisse être préservé. Si la sentence dépasse les capacités financières de l'entreprise et qu'elle fait faillite, mais c'est absurde, c'est illogique, et qu'on perd les 3-4 salariés qui restent dans l'entreprise. Et des exemples comme celui-ci, il y en a des dizaines. On a eu énormément de dossiers qui remontaient à la CPME de ce sens-là, des appels au secours. Catherine Giraud, question pour vous justement. Les mobilisations s'essoufflent, on l'a vu. Alors là, sur le plan syndical, vous avez été moins nombreux cette semaine. Vous considérez que les grèves et les manifestations restent efficaces en France? Il a fallu 3 ans pour qu'on soit mai 68. Ça va être les 50 ans l'année prochaine. Les choses ne se font pas comme ça facilement. Faire grève aujourd'hui dans ce pays, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand on travaille dans une petite ou moyenne entreprise. Parce que justement, il y a ce rapport de proximité, parce que faire jouer son droit de grève, c'est difficile, parce qu'on perd des salaires, parce qu'il y a de la pression, etc. Mais pour répondre à ce que vous dites, les entreprises qui font faillite, à 40%, c'est pas à cause des salariés qui emmènent au prud'homme, parce que cela, malheureusement, il y en a très peu finalement par rapport au pourcentage de licenciement. C'est aussi et surtout 40% dû au poids des donneurs d'ordre. Il faudrait, je suis d'accord avec vous, revoir la question de tout ce poids qui pèse sur les PME et les TPE en termes de fiscalité, de sous-traitance et de poids des donneurs d'ordre. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous, mais s'attaquer aux salariés qui sont la partie faible de l'entreprise, moi, je trouve que là, on ne prend pas le bon chemin. Merci Catherine Giraud, merci d'avoir participé à cet échange. François Asselin également, merci d'être venu, d'avoir accordé un petit peu de votre temps pour Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez d'ores et déjà voir ou revoir cette émission sur notre site internet, na comme Nouvelle-Aquitaine, .france3.fr. La semaine prochaine, retour aux politiques. Mon invité sera Xavier Bonnefond, maire Les Républicains d'Angoulême. Dans quelques instants, l'information régionale. C'est le midi pile en Poitou-Charentes. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine, 11h30.